Nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Que faudra-t-il aujourd'hui pour endiguer l'insécurité en République démocratique du Congo et plus précisément ici dans la ville de Kinshasa? L'inflation qui bat également son record et la monnaie qui se dévalue de plus en plus. Nous en parlons aujourd'hui avec Teddy Itao du mouvement EcoPath. Bienvenue. Merci bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je l'ai annoncé, la dévaluation de la monnaie nationale, cela fait plusieurs années que le gouvernement s'y penche, mais on constate simplement que cela va crescendo. Ça veut dire la dynamique de cette dévaluation ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela aujourd'hui avant d'aller un peu plus loin? Mais vous savez, il est facile de comprendre pourquoi la dévaluation continue toujours à prendre l'ampleur dans ce qui est de notre monnaie, parce que depuis très longtemps, le Congo ne s'est jamais penché sur permettre à ce que les petites et moyennes entreprises, ou encore à diversifier notre économie. Tant que l'économie n'est pas diversifiée, il est tout à fait normal que nous connaissons toujours cette dévaluation. Et en même temps, le fait que à chaque fois nous recourons à la planche à billets, c'est normal que nous connaissons à chaque fois la dévaluation de notre monnaie. Il faut plutôt travailler sur la diversification de notre économie. Deuxièmement, permettre les petites et moyennes entreprises de pouvoir émerger, créer de l'emploi, et cela permettra à ce que l'économie prenne l'ascenseur. Travailler sur la diversification de l'économie, par où doit-on commencer? Mais déjà, vous savez, le mal congolais, c'est que nous voulons voir grand ou faire grand quand on n'a pas encore des bases solides, qu'on n'a pas encore le socle, l'ancrage. Commencer d'abord par permettre à ce que nos mamans qui font des champs et autres avoir la possibilité de travailler l'agriculture qui permettra déjà de diminuer la famine, et nous achèterons des produits sur le marché à bas prix. Éviter qu'il y ait à chaque fois l'importation de tout produit de denrées alimentaires. Nous consommons tout ce même des choses qui peuvent être produites ici sur place au pays. Nous sommes amenés à chaque fois à importer. Donc cela crée un sérieux problème dans notre économie, et cela crée aussi un sérieux problème dans le quotidien, le panier de la ménagère. Dans le panier de la ménagère. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'observateur des politiques publiques, le gouvernement n'est-il pas en train d'aller dans ces sens-là, les sens notamment de la diversification de l'économie? Mais vous savez, il est trop facile de dire. Moi, j'ai toujours dit, le dire et le faire, il y a une bonne marche. Et après, vous savez, les gens sont souvent habitués à autant parloter que réellement agir. L'agir, je reviens encore sur ce que nous voyons au quotidien. Combien sont de l'argent alloué pour permettre à nos mamans, à nos jeunes gens d'être formés, ou encore de pouvoir créer et soutenir l'économie? Qu'est-ce qu'ils ont pu injecter? On attend souvent, malheureusement, la mauvaise politique d'injecter de l'argent pour des ONG, pour des fondations. Mais c'est bien bon, mais des fondations qui font quoi? Mais la réelle politique économique. Et ça, c'est surtout la Banque mondiale notamment qui a cette politique-là d'injecter de l'argent à travers des fondations, à travers des ONG. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours attendre que la Banque mondiale fasse? Et les partenaires multilatéraux notamment. C'est à nous, parce que vous savez, un pays fonctionne comme une entreprise. C'est le chef d'entreprise qui donne les besoins de son pays pour permettre à ce que ceux-là qui nous accompagnent puissent injecter de l'argent là où il se doit. Mais même quand les organismes nous envoient de l'argent et que ces argents sont injectés dans nos fondations ou ONG ici, généralement, ça a toujours été dans le sens qui ne va pas dans l'intérêt d'asseoir ce qui est l'alimentaire, par exemple. La formation des jeunes, c'est dans ça que nous devons mettre notre accent. Mais aussi longtemps que nous ne mettons pas la politique de pouvoir permettre à ce que ce besoin soit beaucoup plus valorisé et mis en avant, mais c'est normal que nous pleurons à chaque fois qu'il y ait l'inflation, qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas une utilisation ou une répartition normale de nos richesses.
Et le Congo continuera toujours à vivre ce que nous vivons aujourd'hui, et sans pour autant qu'il y ait des réponses assez fortes par rapport aux besoins dont nous faisons face. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, le gouvernement s'est réuni, le Premier ministre Chamal Condé, je le cite, a réuni dans une réunion, une sorte de réunion des conjonctures économiques restreint, la gouverneure de la Banque centrale, la vice-ministre des Finances, le ministre du Budget, et il en est sorti une déclaration qui a pratiquement laissé tout le monde bouche bée. C'est le ministre du Budget, le ministre d'État en charge du budget, M. Boji, qui a clairement dit que ce phénomène du taux d'échange, de la fluctuation de la monnaie, la dévaluation de la monnaie n'est pas propre à la RDC. C'est une situation qui est internationale. Comment jugez-vous cela? Vous savez, malheureusement, on a souvent, comme je le disais, tendance à regarder les autres qui ont déjà autant avancé dans leur économie. Commençons d'abord par avancer notre économie. Nous n'avons pas encore atteint le niveau des autres pays qu'ils parlent. S'ils parlent de l'Europe ou d'autres pays africains, moi j'ai déjà fait... On parle des pays africains, des pays aux alentours. J'ai déjà fait l'Afrique de l'Ouest par exemple. La nourriture en Afrique de l'Ouest ne veut absolument rien dire. Les gens mangent mieux qu'ici et à bas prix. Mais pourtant, ils connaissent aussi la crise mondiale et autres, comme on peut l'imaginer. Commençons d'abord par permettre à ce que nos mamans maraîchères, à ce que nos jeunes soient formés, à ce qu'il y ait le coup de pouce en l'entrepreneuriat de jeunes, et nous verrons que les choses vont aller dans un sens meilleur. On ne peut pas citer d'autres pays qui font peut-être mieux que nous et permettent à ce que leur population arrive à se retrouver dans la politique économique et budgétaire de leur pays, que nous n'arrivons pas à le faire, et à chaque fois, nous sommes en train de pérorer pour dire que c'est une situation qui engage d'autres pays. J'en suis désolé, je ne pense pas que dans d'autres pays, je n'entends pas cela, parce que nous avons les informations, qu'à chaque fois qu'ils citent des millions qui se perdent. Or, les millions qui se perdent ici au Congo peuvent aider à ce que nous pouvons orienter de la plus belle manière notre économie et permettre à ce que celle-là soit diversifiée. Mais la réalité également aujourd'hui, c'est que la conjoncture économique internationale, avec notamment le choc venu de tout ce qui se passe en Europe avec la Russie et l'Ukraine et consorts, ça impacte quand même aujourd'hui beaucoup d'économies africaines, et la RDC n'est pas impactée, n'est pas épargnée, pardon. C'est assez triste et regrettable d'entendre cela, parce que quand aujourd'hui vous avez une économie qui subit la conjoncture des autres, c'est-à-dire que vous n'avez encore rien fait. Parce que même en Europe, dont vous citez ou l'Ukraine ou la Russie, mais allez demander pour les pays européens, en France par exemple, je citerai, ça n'a pas changé à ce que le service social soit toujours mis en place, qu'il y ait des aides sociales qui sont toujours mises en place, mais avec la même guerre. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce qu'on appelle créer la richesse, avoir de réserves stratégiques. Qu'est-ce que nous avons comme réserve stratégique ici au pays, au Congo? C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque fois... je trouve très attristé que nos autorités viennent à chaque fois nous donner cela, pendant que nous sommes un pays immensement riche, et le pays européen ou autres pays qu'ils citent, c'est des pays qui bénéficient de nos richesses pour vivre de l'autre côté. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons de notre richesse? C'est-à-dire qu'il faudrait à un moment donné qu'on quitte un peu cet esprit d'enfant qui à chaque fois pleure devant son père pour attendre un peu en retour, et après on va crier que nous ne voulons pas le paternalisme, mais nous sommes nous-mêmes le premier à chercher à ce que nous soyons maternés. Commençons par travailler et utiliser à bon escient notre richesse, faisons de sorte que la répartition soit autant équitable pour essayer de laisser à tout le monde pouvoir souffler et de vivre au bénéfice de nos richesses. Alors aujourd'hui, on sait que, vous l'avez dit, parmi les solutions pour pouvoir endiguer ce phénomène de la dévaluation de la monnaie nationale, il y a notamment la diversification de l'économie, exporter plus pour pouvoir capter les devises. Mais en entendant cela, ne pensez-vous pas que des solutions intermédiaires comme le recours à la planche à billets sont nécessaires en ce moment? Mais ce qui tue encore plus notre économie et notre monnaie, ça fait depuis quelque temps que nous recourons à la planche à billets. Mais plus vous recourez à la planche à billets, plus vous dévaluez encore votre monnaie. Et tant que la planche à billets, qui peut être aussi une solution, parce que je me rappelle bien qu'en France, il a été aussi question, mais sauf que la France a toujours été
exportateur. Or, nous n'exportons rien. Nous ne faisons que importer. Et en plus, nous n'importons pas en notre monnaie. On doit le faire avec une monnaie étrangère. Mais déjà, comment j'allais en venir? Pourquoi? Parce que le fait que notre monnaie soit autant dévaluée, le fait que nous n'ayons pas un pouvoir d'achat assez soutenu et utiliser une monnaie étrangère comme le dollar pour être une monnaie de tout le jour pour faire des transactions, fait que nous affaiblissons davantage notre monnaie locale. Or, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une politique. Laurent Désiré Kabila l'a fait en son temps quand il est arrivé au pouvoir. Avec la réserve stratégique. Avec la réserve stratégique. Mais malheureusement, ici, quand il y a des réserves stratégiques, il est souvent utilisé pour des fins qui n'ont pas forcément du poids par rapport à ce que la population a besoin. À un moment donné, il faudrait vraiment repenser à notre économie, ne pas faire seulement la politique économique, mais il faudrait faire l'économie de la politique. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait mettre chaque dépense orientée aux besoins nécessaires, éviter de vilipender et dilapider l'argent de l'État, permettre à ce que ce qui est important et ce qui permet à ce que notre économie soit renforcée, utiliser cet argent pour ces fins et non pour des voyages de foi qui ne produisent pas. Des voyages qui sont... Alors ça, c'est votre point de vue. Quand j'ai peur de et voyage, je le respecte. Et je le respecte. Alors, on va très vite changer de sujet. On va parler de ce phénomène d'insécurité à Kinshasa qui impacte sérieusement sur l'économie, même ici localement. Ce n'est seulement pas à Kinshasa, même dans d'autres grandes villes du pays. Vous, en tant qu'écopathe, quel regard avez-vous sur toute cette situation? Ben, vous savez, vous le savez autant que moi que la sécurité est une affaire de l'État. Nous avons un ministère de l'Intérieur qui doit travailler dans le sens de permettre à ce que la population se retrouve autant à l'aise et autant sécurisée. Et pour sécuriser la population, il faut déjà travailler sur les salaires de nos forces de défense ou de nos policiers. Permettre à ce que la parole de l'homme en uniforme soit autant valorisée. Et aussi, pour travailler sur la sécurité, il faudrait permettre à ce que l'éclairage public soit autant mis partout pour permettre à éviter ceux-là qui souvent agissent dans l'obscurité d'être autant vus. Et pour permettre à ce que nous travaillions à la sécurité, éviter d'acheter des jeeps aux députés, mais permettre à ce qu'il y ait des véhicules à nos militaires, des jeeps, parce qu'on le sait très bien que nous avons un pays qui a autant d'érosion, autant de routes qui ne sont pas asphaltées, il y a des quartiers où la police n'a pas accès et tout, mais quand on a des véhicules adaptés, ça permettra à ce que nous puissions traquer les malfrats jusqu'à leur dernier retranchement. Au dernier retranchement. Mais si nous ne le faisons pas, ce qui fait que la sécurité est toujours assez récurrente et malheureusement, ça part d'un point et aujourd'hui, ça touche l'étendue du territoire national. Le ministère de l'Intérieur, qui est chargé à la sécurité, à la sécurisation de la population, devra avoir les moyens nécessaires pour permettre à ce que la population se sente autant bien dans leur pays, et la population aussi doit travailler aussi avec en concertation avec les forces de l'ordre pour permettre à dénicher tous voyous qui mettent la terreur dans notre population. Et en même temps aussi, comme le chef de l'État le dit toujours, avec la volonté qu'il a de pouvoir travailler sur la sécurité et la défense de nos territoires et autres, nous devons aussi aider le chef de l'État à travailler et à permettre à ce que cette sécurité se fasse. Alors, ces mouvements n'ont pas commencé aujourd'hui. L'insécurité à Kinshasa, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pensez-vous que les politiques publiques mises en place pour endiguer ces mouvements ont tout simplement échoué et qu'il faudra aujourd'hui penser autrement? Tant que nous n'aurons pas des politiciens qui travailleront pour l'intérêt de notre peuple, tant que nous aurons des politiciens qui sont poussés par l'amour de l'argent et à chaque fois qui arrivent à détourner des fonds
alloués à la sécurité nationale, mais ne nous étonnons pas qu'à chaque fois que nous vivons cela. Il faut d'abord travailler sur l'homme congolais. Et voilà pourquoi quand on parle de l'écopathe, c'est l'éveil de conscience patriotique qui est basé, qui tient son ancrage dans le civisme, la valeur citoyenne. Quand cette valeur est mise en place, l'autorité ne pourra pas voler son peuple, l'autorité ne pourra pas détourner, le peuple pourra autant avoir respect des autorités et en même temps réclamer ce qui est de leur droit. Donc il faudrait plutôt repenser sur, et refonder sur la manière dont l'homme public utilise le fonds de l'État et surtout qu'il n'y ait pas de fanatisme politique. C'est ce qui tue aussi la bonne marche et l'avancée de notre cher et beau pays. Les procès publics organisés en flagrance justement contre tous ces criminels, vous pensez que c'est une solution ou un début des solutions à tous ces problèmes où il faut procéder autrement? Il faudrait procéder autrement. Procéder autrement, pourquoi? Parce que vous savez, quand l'insécurité bat son plein, il est difficile que nous ayons des investisseurs sérieux qui viendront pour travailler à ce que notre économie aussi ait sa place dans le concert de nations. Le procès que moi j'ai vu, c'est un procès à mon sens bâclé. Pourquoi? Parce que là, il ne suffit pas seulement de permettre à ce qu'à la consommation du public, on a traqué ceux qui tuent, qui volent, qui vendent des organes et autres. Mais n'oublions pas qu'un simple voleur ne pourra pas autant ouvrir un corps humain et prendre des organes comme ça. C'est-à-dire que c'est toute une bande. C'est toute une chaîne. Et dans cette bande, il faut regarder dans les hôpitaux, les laboratoires qui sont ici, parce qu'on peut t'enlever. Mais pour que la personne arrive à te démembrer avec le cri que tu peux pousser, donc aux alentours, les voisins écouteraient. Mais quand c'est fait dans des hangars ou dans des endroits bien précis, c'est normal que les gens ne t'entendent pas crier. C'est-à-dire, derrière, moi j'estime qu'il y a des laboratoires, il y a des docteurs, il y a des magistrats, il y a des officiels qui seraient derrière, parce que j'ai entendu un officiel dire, pendant que dans ce procès, il y a de ces jeunes qui disaient que oui, nous vendons des organes, et j'entends un officiel qui dit, ben ici, il n'y a pas d'organes qui se vendent. Mais vous dites que vous avez attrapé quelqu'un qui vend l'organe et que vous l'amenez devant la juridiction nécessaire pour l'inculper de ce qu'il fait, et en même temps, l'officiel qui veut dire, donc, qui contredit même la justice et les déclarations de ceux-là. Mais alors, pourquoi vous l'avez arrêté? Il faut aller au fond du problème et non seulement faire le surface et éviter que ces dangers publics puissent autant gangréner notre société. Et on reproche également aux services commis à l'aéroport notamment d'être également complices dans cette situation, parce que lorsqu'on démembre quelqu'un, on prend des organes, ça passe notamment par les frontières, par les aéroports notamment, pour aller à la destination. Donc ces services-là doivent être aussi indexés. Ben voilà pourquoi je dis que c'est toute une bande, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire, avant d'arriver à l'aéroport, mais ce n'est pas ceux de l'aéroport qui démembrent qui sortent des organes. Il y a des médecins qui doivent être derrière, il y a le service de sécurité qui doit être derrière, il y a l'immigration qui doit être derrière, parce qu'à l'aéroport, quand on voyage, je sais que les valises sont ouvertes et tout, mais comment est-ce qu'ils peuvent laisser, surtout pendant très longtemps, qu'il y ait ce trafic qui bat son plein? Et encore que, comme je le dis, quand j'entends, et j'insiste là-dessus, un officiel qui essaye de couvrir, parce que ça c'est une couverture, mais il faudrait que tout le monde soit un peu alerté. Tout à fait. Et on va terminer avec vous par une petite question sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la CENI qui évoque, en tout cas de manière très très claire, que le processus est en marche, mais il y a un sérieux problème de financement. Pensez-vous aujourd'hui que le gouvernement n'est pas en train de remplir sa part des responsabilités dans la réussite de ce processus? Mais vous savez, ce n'est même pas à moi de penser, je n'ai qu'à constater, analyser. La CENI étant une institution indépendante, donc c'est-à-dire que si la voix de la CENI portée par son président le dit encore à quelques mois des élections, n'oublions pas que le vice-président de la CENI
en mars dernier, Didier Madara l'avait dit qu'il n'y avait pas de l'argent au niveau de la CENI. Après, je me rappelle que sur un de plateaux, j'avais dit que le gouvernement peut autant jouer son jeu de dire que nous donnons des moyens à la CENI, mais quand la CENI à chaque fois vient contredire le gouvernement, à un moment donné, ne sont pas dupes pour comprendre que soit on veut aller à un glissement, soit nous sommes en train de permettre à ce que la Constitution et le délai électoral ne puissent pas se faire respectés. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté quelque part qui veut que nous ne puissions pas aller aux élections. Mais une volonté manifeste, parce que là on parle de l'argent alloué à la CENI, mais n'oublions pas que dans le calendrier, il était prévu que chaque année, c'est depuis 2018, même pas, je ne parle pas que de ce gouvernement, depuis très longtemps, chaque année il y a toujours de l'argent que le gouvernement devait reverser à la CENI pour permettre à ce qu'il y ait des élections à temps réel. Mais sauf que cette rétrocession n'a jamais été faite. Donc du coup, quand ce n'est pas fait, comment ne pas comprendre que c'est une volonté manifeste de ne pas pouvoir avoir des élections? Bien que le chef de l'État plutôt le dit avec volonté de vouloir le faire, mais en même temps, il est sans ignorer que le gouvernement n'envoie pas de l'argent nécessaire à la CENI. Donc du coup, ça risquerait d'être cette poudre de parlimpinpin qui essaie d'être juste une poudre aux yeux, au fait. Adolphe Muzito, l'opposant, qui a, lui, proposé tout simplement qu'il y ait glissement parce que dans les conditions actuelles, financières notamment, c'est pratiquement impossible pour la CENI d'organiser des élections. Est-ce que vous partagez cet avis? Il ne propose pas. Il ne faut pas dénaturer ces mots. Il analyse. Il a donné des chiffres. Non, il analyse comme on le fait là. C'est-à-dire que... Il faut noter que c'est un ancien Premier ministre, il ne croit pas. Hein. Exactement. Pour un analyste avéré, quand il arrive à dire cela, n'oublions pas qu'il est de l'opposition, mais s'il arrive à dire cela, parce qu'il a compris que, comme on le dit, il n'y a jamais de l'argent au niveau de la CENI. Quand le président de la CENI le dit, mais vous voulez que M. Adolphe Muzito, bien que Premier ministre par le passé, qu'il arrive à quoi inventer autre chose que ce que le président de la CENI dit, autre que c'est que la réalité dans les caisses de la CENI évoque. Non, c'est-à-dire il ne peut qu'aller dans le sens de cette analyse. Que autant, je l'ai dit aussi, et j'ai bien dit qu'à un moment donné, soit ça reste un jeu politique, et puis des tournures pour ne pas permettre à ce que les élections se fassent à temps réel. Et cela, il faut être conséquent. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, même dans le plateau. Je me rappelle déjà l'année dernière, nous tirions la sonnette d'alarme pour dire que à l'allure où nous allons, on risquerait de ne pas avoir des élections à temps voulu. Et l'avenir nous en dira plus. Merci beaucoup. Attention, l'avenir nous dise plus, mais que ce ne soit pas une élection bâclée juste pour créer encore beaucoup plus de désordre dans le pays. C'est très bien noté. Merci beaucoup, Teddy Itao, d'être passé sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission sur votre télévision. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement sur votre chaîne, évidemment, pour un autre numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente suite de nos programmes.